Salut à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver sur le plateau de Gym Tonic. Pas de match ce week-end, mais un invité exceptionnel, tout simplement le meilleur joueur de l'OGC Nice cette saison, vous l'avez deviné, il s'agit de Jean-Claire Todibo. Salut Jean-Claire. Bonjour. Merci d'être avec nous sur le plateau de Gym Tonic, c'est un honneur de te recevoir ici. Et autour de la table, c'est aussi un honneur d'être accompagné, par exemple, par Vincent Menichini et sa magnifique chemise de bûcheron. Salut Vincent. Merci Mika, j'adore aussi ton petit blazer très sympa. C'est vrai, c'est distingué, magnifique. ça va, ça te va parfaitement. William Imbercé est avec nous. Salut Will. Salut Mika. En mode chasseur, un peu le kaki. Par contre, j'aimerais bien goûter le sirop d'érable de Vincent. Et le retour de la leyenda, la légende, Philippe Camps, le chef, le big boss du service des sports de Nice Matin, est avec nous. Salut Philippe. Je me contenterai de parler en signe aujourd'hui. D'accord, ça va être pratique pour l'émission. Allez, au sommaire de ce Gymto, nous reviendrons sur le point du nul face à Reims la semaine dernière. Nous vous donnerons les dernières infos mercato. Il y aura un focus sur Hicham Boudaoui. Nos infos sur la volonté d'Ineos de racheter Manchester United. Sans oublier le pour-contre, le cadeau de la semaine. Exceptionnel encore une fois cette semaine. Et le souviens-toi en fin d'émission. Mais on commence donc par ce bon 0-0 à Reims, Vincent. Tu étais du côté du stade Auguste Delaune et tu as vu des bons Niçois. Ouais, moi j'ai bien aimé ce match, le deuxième de l'ère Didier Digard, une première mi-temps un peu plus poussive que la seconde où Nice a 4 opportunités vraiment de remporter ce match avec notamment Laborde, Diop, Pépé et la dernière occasion dans l'avant-dernière du petit Buonanni. Encore une fois, un Nice cohérent face à une belle équipe rémoise qui en met énormément dans l'intensité, au milieu une belle bataille. C'est pas parce qu'il est à côté de moi, mais encore une fois un excellent Jean-Claire Todibo, très costaud face à l'un des meilleurs attaquants de Ligue 1, on n'en parle pas beaucoup, mais aussi qui est prêté par Arsenal, qui a fait quand même pas mal de dégâts dans la défense niçoise, mais voilà, un nul équitable et qui met en perspective quand même le renouveau niçois. On va regarder les stats de ce Reims-Nice, en particulier JC, et tu vas peut-être nous dire comment tu as trouvé cette rencontre avec 24 ballons touchés du côté de Reims dans la surface adverse, 14, on savait que c'était le point compliqué face à Rennes, en particulier à l'extérieur. Là, ça a été plus tranchant. On peut même dire, JC, que vous êtes parti avec des regrets de Reims. Bon, on est parti avec un peu de regret parce qu'on s'est dit qu'on aurait pu gagner ce match. Mais à vrai dire, un point, c'est comme Vincent l'a dit, c'est équitable parce que je pense que Reims aussi peut avoir des regrets à la fin de ce match. Au vu de l'action de Balogun, il me semble, qui bute sur Casper en deuxième mi-temps. Du coup, les deux équipes s'est bien battues. C'était une belle bataille, encore une fois. Et les deux équipes auraient mérité une victoire. Du coup, le nul va bien aux deux, je pense. Avec une entame de match, Will, où l'OGC Nice aussi concède une occasion dès la première minute, où Kasper Schmeichel fait l'arrêt qu'il faut, mais derrière, cette équipe s'est pas désunie, quoi. Elle a toujours eu confiance en elle. Non, que l'entame soit pas terrible, on en avait malheureusement pris un peu l'habitude. Mais là, on a senti une équipe qui s'est vite remobilisée. Il y avait vraiment ce même élan collectif qu'on avait déjà vu apprécier contre Montpellier, face à une toute autre adversité. Donc oui, on a vu d'autres armes dans ce collectif-là, la solidarité, la cohésion, encore les bienfaits de Hicham Boudaoui en sentinelle. Voilà. Je regrette quand même l'énorme occasion de Pépé en fin de match où je pense qu'avec vraiment cette efficacité-là, le 1-0, il aurait été possible. Ouais, peut-être plus les jambes à ce moment-là. Pépé, il avait beaucoup couru, beaucoup donné dans cette rencontre aussi à un moment donné. Philippe, c'est l'effet Digard, là, cette solidité de l'OGC Nice face à une équipe qui était sur 11 matchs sans défaite. Ouais, l'effet Digard, j'attends encore un peu. Moi, j'attendais surtout ce match parce que après le match de Montpellier, où on était tombé dans l'irrationnel complet, c'était tellement surréaliste ce match et ce score. J'attendais vraiment ce déplacement à Reims pour voir un petit peu. Ils ont tenu le choc, ils auraient pu gagner, on l'a dit. Voilà, maintenant, j'attends encore un peu pour l'effet Digard, mais bon, c'est quand même, ça sent bon, quoi. Alors que il y a quand même le renouveau de certains joueurs. Lotomba, oui, voilà. Jordan, ça fait 2 matchs qu'il est quand même à un niveau très élevé. Ouais. Peut-être il n'a jamais été aussi bon avec Nice. Melvin Barr aussi qui traverse un peu cette saison de manière assez compliquée. Lui aussi, il a été quand même bon. Comme l'a dit Will, Boudaoui au milieu. On va avoir un focus sur Hicham. Respect et sur ce match à Reims, je pense que Thuram aussi mieux. Ouais, Kefren aussi dans la récupération, dans la bataille.
Je pense que si Nice a éventuellement, on en parlera après, Mofi ou d'autres solutions dans le domaine offensif sur ce match-là, je pense que tu le gagnes. Parce que, sans faire injure à Bilal Brahimi et le petit Bonani, mais il t'a peut-être manqué à ce moment-là du match un joueur capable de faire une vraie différence comme Mofi. Votre coach, JC, Didier Digard, disait après la rencontre que c'est ce match-là qui lui a donné plus de confirmation sur la valeur de cette équipe plutôt que le match contre Montpellier. C'est quelque chose que tu ressens toi aussi ? Après, c'est lui en tant que coach. Je pense que la plupart du temps, quand il y a un changement de coach, le premier match, il se passe plutôt bien la plupart du temps. Après, honnêtement, c'était un match compliqué. On jouait une équipe de Reims qui, avant nous, était sur une série de 10 matchs sans défaite. Ils étaient, je crois, à mon sens, depuis l'arrivée de leur coach Will Steele, la meilleure défense de Ligue 1, parce qu'ils ont concédé, je crois, 4 buts ou un truc comme ça. Du coup, on était vraiment sur un déplacement très costaud, parce que c'est une équipe très bien rodée depuis 10 matchs qui savent ce qu'ils doivent faire, etc. Du coup, effectivement, je pense que pour le coach, il a plus de certitude après un match contre cette équipe-là, de Reims. Parce que c'est vrai que Montpellier était un peu en difficulté déjà aussi, mais ça n'enlève rien à la performance de l'OGC Nice, évidemment, sur ce match-là. On va regarder le classement de cette Ligue 1. Donc après 19 matchs, à mi-saison, l'OGC Nice se retrouve aujourd'hui à la 10e place. JC, c'est peut-être un petit peu loin, peut-être des standards que vous auriez voulu en début de saison. Ouais, on avait des ambitions à la fin. Au début de saison, on les avait affichées. Après, malheureusement, ça ne s'est pas passé comme prévu. Mais aujourd'hui, il y a la deuxième partie de saison qui est tout aussi importante. Il va falloir réussir à enchaîner pas mal de victoires, rentrer dans une belle série sans défaite, nous aussi, pour espérer de meilleures places à la fin. C'est une dynamique qu'il faut insuffler, Will, dans cette deuxième partie de saison pour l'OGC Nice. Moi, je me rappelle d'une phrase de JC en zone mixte que j'avais trouvée très intéressante. C'était, au lieu de penser à maintenant faire une série de 100 défaites, il faudrait faire une série de victoires. Et je pense que c'est ce dont l'OGC Nice a besoin, ne serait-ce que pour encore entretenir un mince espoir de remonter au classement, mais surtout pour vraiment créer une dynamique en vue de la saison prochaine. Et surtout, il y a une compétition qui va revenir bientôt en mars, la Coupe d'Europe. Voilà, ça serait bien que l'OGC Nice s'installe dans un rythme de victoire, de confiance, avant de redémarrer cette compétition dans lequel le gym nourrit de vraies ambitions. Ouais, c'est vrai, des ambitions du côté de l'OGC Nice dans cette Ligue Europa Conférence. Vous en parliez tout à l'heure, messieurs, on va faire un petit focus sur Hicham Boudaoui, repositionné en sentinelle par Didier Digard. Et c'est vrai, Vincent, on savait ses capacités, parce qu'il a déjà joué à ce poste, mais là, c'est vrai que c'est le jour et la nuit. Il y a 2 ans, il avait joué avec Adrien Urcea et notamment Didier Digard dans le staff à ce poste de sentinelle. Et moi, je suis fan. Il a tout ce garçon, qu'il est capable de courir plus que les autres. Techniquement, il est loin d'être maladroit, voire même plutôt très adroit. Techniquement, même sous pression, il perd rarement de ballon. Dans le jeu court, c'est fort. Dans le jeu long, on l'a vu contre Montpellier, capable sur 30-40 mètres d'envoyer un ballon en profondeur assez parfait. Et qui mieux que les joueurs peuvent parler de leur coéquipier. Et à chaque fois qu'on parle d'Hicham Boudaoui à un joueur de Nice, il n'y a que des éloges. Et vraiment, tu sens que ça vient du cœur. Et je pense que JC pourra le confirmer. Avoir un Boudaoui dans une équipe, c'est une aubaine. Qu'est-ce que ça change pour toi sur le terrain quand Hicham est devant toi ? Hicham, c'est très intelligent, c'est très fort balle au pied. Dans ses déplacements, il est toujours juste. Défensivement, il récupère énormément de ballons. Après, c'est vrai que ça faisait un moment que je ne l'avais plus joué en Suisse, mais moi, quand j'étais arrivé ici, sur mes 6 mois de prêt, quand j'étais arrivé, Hicham, j'ai évolué avec lui, c'était déjà un milieu défensif de base. Du coup, moi, je ne suis pas surpris. Je me rappelle d'un match avec lui, c'était un match d'ailleurs où il se blesse, je crois, c'était Rennes. Ouais. C'était Rennes, on avait gagné 2-1, il avait fait un match, il a été énorme. Du coup, en vrai, sur ses qualités, je pense qu'en 6, si on s'intéresse un petit peu à l'équipe, on sait qu'Hicham Boudaoui en 6, c'est du costaud. Après, malheureusement, l'année dernière, sous l'ère Galtier, il était plus milieu droit. Même là, avec le coach Favre, c'était plus excentré droit, etc. Du coup, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu au milieu.
Mais au milieu, on sait que Hicham, c'est une valeur sûre. Oui, JC en parlait un petit peu. Le petit point faible peut-être d'Hicham, c'est sa fragilité, son physique peut-être. Il faut espérer que jusqu'à la fin de la saison, en tous les cas, et pour tout le reste de sa carrière, ça tienne un peu plus. Ouais, il y a eu pas mal de blessures au dos, notamment, des choses comme ça. Alors, oui, on espère qu'il va en être débarrassé, parce que c'est vrai que, comme le disait JC, le coaching, que ce soit Favre, le coaching Galtier, ou même le coaching Vieira, ils utilisaient la panoplie de Hicham Boudaoui comme une espèce de roue de secours, une assurance tout risque. Voilà, le joueur qu'on peut mettre partout. Ouais. Donc j'ai personne pour mettre à droite, je vais mettre Hicham. J'ai personne pour mettre à gauche, je vais mettre Hicham. J'ai besoin de repli, je vais mettre Hicham. Alors qu'en fait, aujourd'hui, avec comme on l'avait vu avec Adrien Urcea, on le retrouve avec Didier Digard, on utilise vraiment les vraies qualités d'Hicham Boudaoui pour le mettre au cœur du jeu, là où il est bon à la relance, là où il est bon dans le repli. On voit qu'il récupère un nombre incalculable de retours. Je pense que derrière JC, c'est le joueur le plus important dans la récupération. On va voir quelques petites stats pendant que tu parles. Hein. Ouais, ça permet surtout en plus aux deux relayeurs qui sont devant lui, comme par hasard, ils sont souvent beaucoup plus hauts. Quand tu sais que tu as Boudaoui derrière toi... je sais pas, la vie est plus douce, hein. Tu sais qu'il peut compenser, faire des courses de 30 mètres, et on l'a vu encore une fois à Reims, hein. Aaron, Ramsey qui était assez haut, Kefren aussi, et même pour vous, c'est quand même le garant d'une certaine assise, hein, Hicham. C'est une sécurité. Ouais. C'est une sécurité. On va voir quelques justement stats d'Hicham Boudaoui sur cette saison et sur le match contre Reims. 12 km,2 par match, deuxième total le plus élevé de Ligue 1. Il court beaucoup. Hicham, 9,1 interceptions, c'est ce que fait de mieux à Nice. 7,3 ballons récupérés. Seul toi, JC, tu fais mieux pour l'instant cette saison. Donc c'est vrai que voilà. Et puis il court beaucoup. Il court 13 km, 12 km quasiment par match, quoi. Ben, on en avait parlé l'année dernière avec un des prépas de l'OGC Nice. Je pense que si Hicham il se mettait à la course à pied, ça serait un solide athlète. Ouais, je pense demi-fond. Il pourrait faire des gros temps. Je pense qu'à la prom classique, il gagne. Ouais, la prom classique, il pourrait finir dans le top 3 facile. T'as jamais perdu. Sam aussi, t'as une stat aussi. T'as jamais perdu quand il est titulaire. Ouais. Donc c'est une stat importante. Quand même. Ça montre quand même quelque chose. Philippe, Hicham Boudaoui, ça peut être le facteur X de cette deuxième partie de saison pour l'OGC Nice. Stabiliser un petit peu cette équipe. Oui. Et moi, j'aimerais bien qu'il y ait lui et Attal qui jouent ensemble. Ensemble et physiquement bien. Je pense que... c'est vrai que ce ne serait pas la même équipe. Il y a comme pareil, il a raison. Hein. Quand Youssef est là, pareil, quel joueur. Ouais, Youssef Attal qui a encore à peu près 4 semaines d'arrêt, 2 semaines maintenant, me dit-on, 2 semaines d'arrêt, c'est bon, voilà. Là, c'est mécanique, le pauvre, c'est une entorse de la cheville, c'est pas musculaire. Ouais. Mais c'est vrai que Hicham Boudaoui, on en entend énormément sur cette deuxième partie de saison, et ce qu'il a montré déjà depuis 2 matchs est totalement satisfaisant au sein de cette défense, de ce milieu de terrain, de l'OGC Nice. Comment vous avez pris le changement de coach, JC? Comment ça s'est fait? Est-ce que ça s'est fait naturellement? Parce que Didier était déjà remonté en fait auprès de l'équipe première. Ça n'a pas été trop dur de voir aussi Lucien partir? Non, j'ai été très triste. Enfin, la plupart du groupe a été très triste pour le coach Lucien, parce qu'on s'entendait bien avec lui. Après, Didier, il s'est vite intégré, hein, à vrai dire, on le connaissait tous déjà. Il était là en tant qu'adjoint depuis le début de la prépa à Marbella. Du coup, ça s'est fait très naturellement, et puis la plupart du groupe connaissent Didier. Connaissait Didier, je prends exemple sur Kefren, moi, Hicham, Youssef. C'est-à-dire la plupart du groupe connaissait Didier. Du coup, c'était très naturel, très, très, très sain et très simple. On va passer au pour-contre, messieurs, de cette semaine, et vous allez voir pourquoi j'ai instruit ce sujet, parce que notre pour-contre, c'est, on le sait, l'OGC Nice a dit Didier Digard, coach jusqu'à nouvel ordre, pour le moment, et on sait que l'OGC Nice cherche également un coach, alors ou pour cette saison ou pour la saison prochaine. On a parlé d'Hervé Renard cette semaine, vous nous en direz peut-être un petit peu plus tout à l'heure, mais il n'y a rien à dire. C'est l'équipe qui a parlé d'Hervé Renard, oui, pas nous. Quand je dis donc si on n'a rien relayé, c'est que pour nous c'était pas une information. Voilà. Donc c'est pas une information. C'est important de le préciser. C'est très important effectivement de le préciser, mais le nom est sorti. Sans mettre en porte-à-faux les gens qui ont sorti ces informations. Hein, mais... Dans certains médias, effectivement, dont nos confrères de l'équipe. Mais on se pose la question, du coup, pourquoi pas avec Didier Digard encore la saison prochaine? Et c'est un petit peu le pour-compte de cette semaine. On va commencer par toi, Vincent, cette semaine.
Pourquoi pas, parce qu'il y a encore une demi-saison à jouer, il y a 19 matchs de championnat. Si Nice remporte, on va dire, les 3/4 de ces 19 matchs, Nice réalise une deuxième partie de saison dantesque en revenant se battre éventuellement sur le top 5. Je me rappelle la saison dernière, Clément qui était tout près de la sortie et au final, il remporte le coach de Monaco, il remporte 10 matchs de suite et ça crée un élan. Et il y a également cette Coupe d'Europe. Nice est en 8e de finale de la Ligue Europa Conférence. Et j'ose espérer qu'au sein du groupe, ils ont cette volonté d'aller le plus loin possible. On l'a déjà dit dans cette émission, il y a une adversité qui est de taille, mais qui n'est pas non plus exceptionnelle. Et j'ai envie de croire que cette équipe, elle a les capacités, en se magnifiant, d'aller très loin dans cette compétition. Et si demain Nice va en finale ou en demi-finale de la Ligue Europa Conférence et que jusqu'au bout elle se rapproche du top 5, du top 6, pourquoi encore une fois tout changer? Parce que je ne vois pas aujourd'hui en l'état Nice attirer un coach comme Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino. Peut-être que je me trompe, mais voilà, c'est le fond de ma pensée. Will, c'est à toi. Moi, je dis non parce que, à l'inverse de Vincent, moi, je ne suis pas dans le raisonnement d'attendre ce que va faire le coaching Digard, pardon. Il va peut-être faire du bon boulot, mais dans le projet Neos, dans tout ce qui a été annoncé, dans les ambitions, ça tomberait comme un flop de garder un coach Digard pour le projet Neos. Je veux dire, avoir un coach comme ça qui vit sa première expérience, c'est ce qu'a fait... ce que fait Lorient avec Régis Lebris, ce qu'a fait Lens avec Francaise alors qu'ils étaient en Ligue 2, c'est ce que fait Reims avec ce Belge Will Steele, et le projet Ineos n'est pas dans ce cadre-là. Je pense pas que Nice est dans le projet comme Reims, Lorient ou Lens d'il y a 3 ans. Donc c'est pas un bon message envoyé aux supporters et à l'extérieur que de dire que le projet Ineos compte sur Didier Digard comme futur entraîneur. Malgré tout, JC, alors je vais pas te faire répondre à la question parce que c'est pas à toi d'y répondre évidemment, mais ce que tu peux nous dire en tous les cas, ce qui vous a apporté Didier à votre groupe et sa façon de manager, sa façon de coacher. C'est un jeune coach évidemment, donc très proche peut-être de toutes les générations. Je vais me répéter du coup, mais il a ramené de la fraîcheur en vrai au groupe, il a ramené de la fraîcheur et puis il avait des idées très très claires. Très très claires, des idées de jeu, des schémas, des animations offensives très très claires, qui font que tout de suite il a structuré notre façon de jouer, on va dire. Et après, bien sûr, ce qu'il a apporté, ça, il n'y a que le temps qui pourra le dire, parce que pour l'instant, on a fait qu'une semaine. Ça fait une semaine qu'il a pris ce poste-là. Du coup, ce serait compliqué de dire ce qu'il va apporter sur la durée. Mais à court terme, là, sur ce que je peux vous dire, c'est il a apporté de la structure, il a structuré un petit peu l'équipe et il a ramené de la fraîcheur. Philippe, la synthèse de nos deux camarades aujourd'hui, est-ce qu'il faut continuer au-delà de cette deuxième partie de saison avec Didier Digard? Moi, j'attendrai encore un peu pour décider. Mais je ne me jetterai pas sur un coach maintenant, surtout pas. Mauvais signal? Ouais, mauvais signal. Puis prendre qui? J'attendrai maintenant, quand Will dit, il a raison, Ineos, ils ont un projet par rapport à... Tu peux pas partir avec Digard si c'est le projet Ineos. Moi, le projet Ineos, pour l'instant, j'ai du mal à le lire. Donc, et on en reparlera encore tout à l'heure. Voilà, donc ouais, j'attendrai. Pourquoi pas laisser Digard si ça marche? Pourquoi pas un destin à la Francaise ou à Régis Lebris, comme tu le disais. Même il y a d'autres coachs. Attends, avant. juste pour te couper, je pense que l'OGC Nice, dans le projet Ineos, serait très content d'avoir Francaise, par exemple. Mais ça ne sera pas dans la même situation. En fait, aujourd'hui, Francaise, on sait qui il est. Il a fait ses preuves. Aujourd'hui, c'est pas Didier Digard. À l'échelle Francaise, Didier Digard, il y a un gap. Peut-être que Didier Digard deviendra Francaise, si ce n'est meilleur encore. Mais ce n'est pas le cas encore aujourd'hui. Fais gaffe parce que sur le plan serré, il veut te mordre le cou, Didier Digard, derrière toi. Vous avez vu, on a un nouveau plateau avec Jean-Claire Todibo et Didier Digard. Il y a le contre-exemple aussi de plein de coachs qui ont démarré à un moment de leur carrière. Claude Puel dans les années 90, il a récupéré l'équipe de Monaco. Un an après, les champions en 2000 avec Trezeguet, Simonet. Bruno Genesio, pareil à Lyon. Il a longtemps été adjoint, il est devenu 1 à Lyon. Il est resté 3 ans et demi. Les Lyonnais, tu me cites 2 milieux de terrain en plus, comme Didier. Ouais, mais ils n'étaient pas contents, les Lyonnais. C'est vrai qu'aujourd'hui, ils sont ravis avec Laurent Blanc. Ils sont 8e, alors qu'avec Genesio, ils étaient tout en haut. Christophe Galtier aussi a débuté sa carrière à Saint-Etienne. Encore un moment charnière. Avec beaucoup plus d'années d'adjoint derrière, quand même. Oui, bien sûr. Il y a un parcours aussi derrière. Puel, il était préparateur physique. Galtier, défenseur. Puel avait 36 ans, il était préparateur physique de l'ASM. Un an après, il est champion avec l'ASM en proposant certainement l'un des plus beaux jeux
de ces 20 dernières années. Dans les derniers jeunes entraîneurs qui ont réussi vraiment, on voit que c'est ceux qui ont bossé un parcours en amateur bien avant. Après, il y a le de contre-exemple en monter chez les Allemagne. pros. En Allemagne, ils commencent tous à 32 ans. Notamment Domenico Tedesco, un entraîneur qui a démarré à Schalke 04. Tu l'as pas connu d'ailleurs à Schalke? Non. Il a 35 ans. Ça rappelle pas en tous les cas. 35 ans, il a démarré très vite en Allemagne. Mais il est sans club aujourd'hui, donc c'est pas forcément quelqu'un. Bon, en tous les cas, vous voyez, le débat. Mon pour-compte, vous étiez là, il n'est pas super ton pour-compte cette semaine. C'est brut. Le débat est présent, en tous les cas, auprès de vous. Est-ce que c'est le débat qui est bon ou les débats Tout les candidats est bon dans cette émission. L'actualité aussi cette semaine se rapproche du mercato avec le feuilleton autour d'Andy Delors. Il a séché les 2 derniers entraînements de l'OGC Nice. Est-ce que vous pouvez nous en dire, Vincent, Will, ce qu'il en est, peut-être Will, sur la situation d'Andy Delors aujourd'hui avec l'OGC Nice? Aujourd'hui, Andy Delors, il est resté dans les clous de ce qu'il témoigne depuis quelques semaines. Il veut partir. Voilà, donc il n'est plus à l'OGC Nice. Il a carrément fait les actes, il a accompagné par des actes ses propos, c'est-à-dire qu'il est parti, il ne reviendra plus. Donc il n'est pas venu à l'entraînement mercredi, il n'est pas revenu jeudi et il ne reviendra pas vendredi non plus. Donc l'OGC Nice va le sanctionner, certes, mais je trouve que l'OGC Nice se fait un peu marcher dessus. Vince, qu'est-ce que t'en penses? C'est compliqué comme dossier. Franchement, ça me désole un peu. Nous, ça nous fait de la peine parce qu'on a adoré tout le monde, ici. Parce que ça va mal se finir encore une fois, alors que c'est pas forcément... c'est pas un mauvais bout, loin de là. Et ça se finit comme ça devrait pas se terminer. Il a quand même marqué presque 20 buts la saison dernière. Si Nice est en Coupe d'Europe, il le doit en grande partie quand même à Andy Delors. Et autour d'une promesse... de revalorisation. Le problème, c'est qu'en fait, je pense que l'été dernier aussi, quand tu lui dis que tu veux construire autour de lui, que Andy Delors est ton vice-capitaine, que voilà, le projet va augmenter. Il y a des joueurs à qui tu peux pas raconter trop de bêtises, et lui, c'est vrai qu'il va jusqu'au bout. Une parole est une parole. Souvent, ça finit mal. Et c'est ce qui se passe avec Andy Delors. Et aujourd'hui, il veut parvenir. C'est certainement pas la bonne façon de faire. Et c'est normal que les supporters en aient gros sur la patate, parce que quand tu as un joueur comme lui que tu as adulé il y a 6 mois et que tu as l'impression qu'il te l'a fait un peu à l'envers 6 mois après, ça t'énerve. Mais c'est malheureusement la vie du foot. Et franchement, les torts sont un peu partagés, parce que quand tu fais venir Laborde et que tu as Delors, je pense pas que ce soit une idée de génie. Et j'y reviens, et je le dis à chaque fois, mais quand tu as Amine Gouiri, que tu l'échanges avec Gaëtan Laborde, alors que tu as Andy Delors, pour moi, c'est d'être complètement inconscient. Et aujourd'hui, t'avais qu'à le vendre Delors l'été dernier, en fait. Mais est-ce que tu avais des offres? Pour Andy Delors, avec 16 buts, bien sûr. Mais tu le vends pas parce que c'est le joueur phare de ton projet. Et 6 mois après, en fait, tu veux le bazarder. Donc c'est ça qui me désole un petit peu, et les torts sont partagés pour moi. Philippe, c'est dommage que ça se finisse comme ça avec Andy. On l'a reçu sur ce plateau, on avait passé un super moment. Vincent l'a dit, il y a eu un chant fait pour lui par les supporters. On a l'impression d'être un peu les maricoculs de l'histoire, quoi. Moi, j'ai l'impression d'un gâchis total sur cette fin de cycle avec Delors. Parce que c'est vrai que c'est un joueur que j'aimais bien, qui mettait des buts, qui se battait, qui allait au charbon. Voilà, il va se retrouver chez Kita à Nantes. Je trouve que c'est un dossier. En plus, c'est partir à Nantes. C'est un dossier qui je trouve qui a pas été trop bien géré, quoi. Je sais pas. Non, c'est vrai. Vincent a bien fait de le dire. Tu fais bien de le répéter aussi. Et bien sûr que le GC Nice a ses torts là-dedans. Certaines personnes qui ont pris ces engagements, notamment vis-à-vis de Andy, et ce n'est pas Ghisolfi ni Bocquet qui n'étaient pas encore là. Dis-le. Oui, Dave Briceford qui a pris cet engagement-là et qui aujourd'hui ne le tient pas et qui amène à cette situation. Mais oui, voilà, et c'est surtout la destination. Si voir Delors partir à Nantes dans un club, alors si on dit que le GC Nice a des torts, je pense pas que le FC Nantes soit mieux géré que le GC Nice. Sans faire injure à Monsieur Kita, que je connais pas et qui ne connaît pas non plus. Mais voilà, je veux dire, c'est ça qui est désolant. C'est un joueur qui a 30 ans, il venait de découvrir la Coupe d'Europe avec le GC Nice. Il va jouer un match, enfin 2, l'aller-retour contre la Juve. Ouais, c'est super, mais l'année prochaine, il va faire quoi avec le FC Nantes? Ou alors, c'est l'été prochain, ça va se représenter, il va vouloir quitter Nantes, parce qu'il aura une meilleure offre ailleurs. Enfin, c'est désolant pour lui. Après, cet été, il a quand même eu des offres, et notamment de Pont d'Or, des pays exotiques, qu'il a refusé parce qu'il se considérait comme faisant partie intégrante de ce projet. Oui.
Et c'est pas lui qui a inventé quand même ce statut de vice-capitaine, de leader un petit peu du vestiaire. C'est peut-être ça la grosse erreur. C'est pour ça qu'on a dit qu'il y avait des torts ou de partagés, l'avoir ouais. dit à Andy Delors, quand tu connais son tempérament, mais en gros tu lui racontes pas d'histoire. Et Ouais. je sais, c'est normal qu'il a pas forcément envie d'en parler, mais je pense qu'il y a des garçons dans des groupes qui ont plus de personnalité que d'autres. Peut-être qu'un autre joueur, il aurait dit bon ok c'est pas grave, ils m'ont On verra l'année prochaine. ils l'ont fait un peu à Ouais. l'envers, mais c'est pas grave, je vais m'asseoir là-dessus. Lui il est comme ça. Ah, c'est sûr qu'il est Et fidèle. dans à ce lui-même. milieu après en plus c'est toujours pareil. moi, je trouve ça remarquable. Quand tu pars après, quand tu Voilà. as le panache. Moi, entre une parole, guillemets, de dire, pour moi, allez, une parole, c'est une parole. Si l'OGC Nice ne tient pas sa parole, on dit de Et encore une fois, c'est normal qu'en tant que supporter tu sois déçu. Voilà, il a le droit d'être déçu. Un Parce mari que- cocu. Attends, excuse-moi, ça t'est jamais arrivé dans ton boulot Si une demain, promesse, Denis Caro te propose une ouais, mais c'est revalorisation déjà de salaire. arrivé, une promesse où à Eh tel ben, moment. tu boudes ou pas? Mais il y a Non, oui, boudé, il il y a boude pas. boudé et dire et faire un certificat médical pendant 15 jours, je suis en dépression, je reste chez moi, je vais même pas travailler. Il y a une différence en fait. Il y a eu entre d'autres joueurs qui bouder- sont pas venus non plus et ça a moins fait d'histoire. Moi je trouve que pour un joueur professionnel, c'est pas Un homme Et de voilà, et comportement. n'oublions pas quand même, Mais- encore une fois, qu'il a marqué quand même quelques buts pour ce club. Mais rien n'empêche de dire Bah oui, il a un merci. statut. Il a un statut. Rien n'empêche de dire merci Andy pour l'année dernière, mais pas merci Andy pour le comportement actuel. Bah, je suis désolé, il a un statut, il marque ce triplé à Reims, ce qui fait que peut-être que c'est un joueur à part dans cette équipe, Andy Delors, et qu'il faut le traiter peut-être d'une façon peut-être un peu plus à part que les autres. Ouais. Voilà. Bon. Ouais. Un immense gâchis. Enfin, comme on avait déjà dit, Delors c'est pas Maradona non plus. C'est pas faux. Les dernières news mercato, mon cher. Non mais pour faire la transition, Pour ça, Vincent, fini. Pourquoi donc Andy Delors n'est toujours pas à Nantes? Ah oui, pourquoi il est j'étais toujours sûr- pas signé? Là, c'est la phrase sur Maradona, ça va faire rire. Hein. JC. Pourquoi il ne joue pas à Nantes? Parce qu'ils n'ont pas encore aligné Mais non, ce mais qu'il faut. Nice attend de finaliser l'arrivée d'un nouvel attaquant avant de libérer Andy Delors, D'accord. qui n'est pas Batistuta. Non. Non plus. L'un de ses attaquants. Un de ses attaquants. Non, non, on va enchaîner directement parce que c'est l'indiscret de cette semaine. On en parle déjà depuis 15 jours. Le remplaçant d'Andy Delors désigné, ça serait donc Terem Moffi et l'OGC Nice. Vincent a fait une nouvelle offre. Ouais, ce sont nos confrères de Ouest France qui ont sorti cette bonne info. De 17 millions d'euros plus 3 millions d'euros de bonus, ça fait donc 17 plus 3, 20 millions d'euros. C'est le prix un petit peu plafond que l'OGC Nice entend mettre sur Terem Moffi, qui est un excellent attaquant, mais il n'y a pas non plus la volonté d'aller dans des sommes complètement extravagantes. Voilà, on sait que le marché de transfert est devenu complètement fou, mais je pense que 20 millions d'euros pour Terem Moffi, c'est le juste prix, même si c'est déjà bien élevé. Et tout ce qu'on entend un petit peu à droite à gauche, West Ham, le mandat avec 35 millions, une offre, un autre club anglais qui fait une surenchère. Voilà, Loïc Ferry connaît très bien les arcanes du mercato et donc se sert évidemment de tous les leviers pour faire monter un peu les enchères. Voilà, je pense que ça va se régler dans les prochains jours et Terem Moffi devrait arriver à Nice prochainement. Tu t'avances, mais tu as bien raison de mais t'avancer après, sur ce dossier. au bout d'un moment, Nice n'ira pas non plus, ne fera pas de folie pour Terem Moffi. On attend en tous les cas les news, on espère, avant Lille, hein, évidemment, que Il l'OGC faut que ça Nice... se règle pour Delors, Nantes. Voilà, Voilà. que l'OGC Nice puisse conclure l'arrivée de Terem Moffi. Autre joueur dont on parle, au nom quasiment imprononçable, mais je vais essayer quand même, Youssouf Ndaï Chimiye. Putain, j'ai réussi. Ndaï Chimiye, ouais. Ndaï Chimiye. Vincent, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce joueur en provenance de Turquie? Qui fait partie des cibles pour renforcer le milieu. Apparemment, c'est pareil, il fait partie des priorités. Florent Ghisolfi le suit depuis qu'il était à Lens. À suivre, sachant qu'au milieu, Mario Lemina est parti, que ça manque peut-être d'un joueur sur le plan qualitatif et quantitatif aussi pour donner plus de relief à ce secteur-là. On ne sait jamais si Hicham Boudaï venait à se blesser ou être suspendu. Il faut dans la rotation d'autres joueurs. Parce que derrière... préparer un peu l'avenir aussi, peut-être. Ouais, et puis tu as des garçons quand même qui sont assez décevants. Hein. On ne peut pas dire que la rentrée de Ross Barclay à Reims a été phénoménale. Ouais. Mais la rentrée contre Montpellier a été flamboyante, au contraire. Ouais. Donc, Bon, on va pas... Ouais. Puis, Bah apparemment, Je pense que même toi, tu rentres contre Montpellier, peut-être que... Je marque, tu à prends la un but. 80e, tu peux marquer. puis apparemment, notre ami Ndaï Chimiye est très polyvalent. Il peut jouer derrière aussi, il peut jouer 6. c'est déjà ton ami? Il peut jouer 8. Notre ami. Ah, Oui, c'est j'ai déjà dit notre ami. Ah, c'est oui. déjà... d'accord. Bah, si c'est un futur aiglon, c'est notre ami. C'est notre ami Comme d'entrée. JC. Voilà pour les news mercato. On parlait juste un petit mot sur Mario parce que c'est vrai qu'il a quitté le club. C'était peut-être pas forcément prévu, mais c'était un joueur important de l'équipe et du vestiaire hein, également, Mario Lemina. Oui, c'était un joueur très important.
Lui et moi, on avait une relation assez spéciale. On s'aimait énormément. Du coup, forcément, d'un point de vue personnel, il va me manquer énormément. Mais d'un point de vue professionnel, au niveau du groupe et ce qu'il a apporté à l'équipe sur le terrain et en dehors du terrain, il va nous manquer énormément. Bon. Dès sa première entrée avec Wolverhampton, j'ai regardé exprès le match. Alors Les supporters ont vu ce qu'il allait leur apporter. Un tacle, récupération de balle à 30 mètres. Voilà, il a amené son impact déjà à Wolverhampton qui a gagné et qui est sorti de la zone de relégable. Ouais, ça triche pas du côté de Mario Limina. Il y a un garçon qui est suivi par Nice à Wolverhampton, c'est le petit Aït-Nouri. Ryan Aït-Nouri, on en avait parlé pendant que tu étais absent, c'était notre indiscret, effectivement. Parce qu'ils ont trouvé le remplaçant en fait à gauche. Mais ils ont un petit Espagnol là qui a 20 ans, qui est formé au club, qui est pas mal. Mais je pense que s'ils ont plus Aït-Nouri derrière, ils n'ont pas de deuxième. Ils attendent de trouver un remplaçant Aït-Nouri. De toute façon, on a l'habitude avec le mercato de l'OGC Nice, ça se fait toujours le dernier jour. Toujours les derniers jours. Donc, comme beaucoup d'équipes. On a le temps. Ce qui est bien, c'est avec ou sans argent, c'est resté toujours les derniers jours. On a le temps peut-être d'y penser et d'y revenir. Messieurs, on va passer au retour du Zap Gym. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas eu dans l'émission. Le Zap Gym, les coulisses de l'OGC Nice devant les caméras de OGC Nice TV. Des bénévoles étaient encore présents en bas des marches pour récolter les dons des supporters niçois en denrées alimentaires. 1 € est reversé à l'association fondée par Colus sur chaque billet vendu pour aider au financement des actions mises en place. Ce soir, l'OGC Nice rend hommage à son ancien salarié, François Naveillant, tragiquement disparu en marge de l'arrivée de la route du Rhum en novembre dernier. Arrivé à l'OGC Nice en 2010, François avait participé activement au développement du club où il occupait le poste de responsable clientèle jusqu'en 2018. Au cours de ces 8 années, au Rail, puis à l'Alliance Riviera, il avait accompagné de nombreux partenaires du club augenois. J'avais passé mon bac de français l'année dernière et j'ai vu une note au-dessus de la moyenne. Et j'ai aussi eu le Cambridge B2. Et du coup, ce soir, on est là tous réunis pour célébrer tous les jeunes joueurs qui ont passé des diplômes et qui ont réussi. Félicitations à eux parce que déjà passer son bac ou avoir un BTS, voire même le concours de l'éloquence, c'est une belle performance. Il ne faut jamais le galvauder. Donc déjà en plus ça donne, je pense, envie de continuer à aller en ce sens pour les autres jeunes du centre. C'est comme ça qu'on leur crée un futur, qu'on leur permet d'avoir un futur pour se construire en tant qu'être humain. On sait très bien que dans le football, il n'y a pas tout le monde qui arrive. Il y a une probabilité très faible que de finir footballeur professionnel et même de vivre du foot déjà. Alors bien sûr, c'est toujours très important d'avoir un plan B et c'est bien que le JC Nice il nous forme pour ça. Professionnel, ça peut durer, le premier il peut durer 1 an, 2 ans, 3 ans et après il y a des prolongations si ça marche, mais jusqu'à l'âge on va dire de 18 ans, j'avais aucune certitude que j'allais réussir dans le foot. Le premier match que vous avez fait, vous n'étiez pas stressé? Quand j'avais à mes premiers matchs, parce que je pensais être encore jeune aussi, à mes premiers matchs j'avais beaucoup plus de stress et après ça se travaille, ça se gère. J'ai fait une petite expérience au Parc des Princes avec des enfants de l'association et voilà, pour les fêtes de fin d'année, je voulais leur offrir des petits cadeaux, des maillots. C'est pas grand chose pour nous, mais voilà, pour eux je pense que c'était important. Et voilà donc pour le Zap Gym que vous pouvez retrouver en intégralité sur tous les médias de l'OGC Nice. On passe au dossier de la semaine, messieurs. C'est tombé il y a un peu plus de 24 heures. C'est le rachat, l'Ineos qui est candidat au rachat de Manchester United. On a beaucoup parlé cette saison de la volonté d'Ineos de racheter un club en Angleterre. Ça a d'abord été Manchester il y a quelques temps, puis Chelsea, puis à nouveau Manchester. Vincent, qu'est-ce que tu peux nous dire face à cette information ? Déjà, je suis agréablement surpris qu'ils aient choisi un timing moins catastrophique il y a quelques mois, quand il avait fait à quelques jours de la finale de la Coupe de France. Là, il y a
pas de match, donc c'est la bonne semaine pour se positionner sur United. Non, blague à part, ça me surprend pas, parce que je me doutais bien que lorsqu'un dirigeant de la stature de Jean-Claude Blanc rejoint la galaxie Ineos, c'est pas forcément pour mettre les mains dans le cambouis à l'OGC Nice. Mais après, je suis pas forcément inquiet par éventuellement voir Radcliffe prendre Manchester United. J'imagine pas du tout Nice comme la roue de secours de United. Est-ce qu'aujourd'hui Nice a la stature et la dimension justement pour être un club du top 8 ? Je ne pense pas. Par contre, est-ce que Nice est en capacité dans les prochaines années de devenir un concurrent à l'OM, à Monaco, à Lens, parce qu'aujourd'hui on parle souvent d'argent, mais Lens avec des moyens qui sont quand même pas exceptionnels. Lens est en train de faire le match avec le PSG, parce qu'ils ont créé une unité, une dynamique, des joueurs qui mouillent le maillot, et à côté il y en a un de joueurs qui lui représente, je pense, admirablement bien les valeurs de l'OGC Nice. Donc voilà, être la roue de secours de Manchester United, franchement moi ça m'inquiète pas, et je vous dis, je suis pas forcément emballé par l'idée des fois d'acheter 50 millions, 60 millions. Je trouve que c'est déjà beaucoup de mettre 20 millions d'euros sur un Terem Moffi qui, je l'espère, marquera au minimum 16 buts, comme on dit dehors, la saison dernière. Pourtant, dans les derniers communiqués Will, de l'OGC Nice et d'Ineos, on nous disait, voilà, c'est Nice en premier, Nice prioritaire, on va développer Nice, on n'est pas intéressé par d'autres clubs. Donc c'est pour ça que les supporters sont un petit peu surpris, parce que s'il n'y avait pas eu ce communiqué, peut-être qu'on serait dit, bon, c'est vrai, ils veulent racheter Manchester United ou un club anglais, et on va faire avec, quoi. Je me souviens pas d'un communiqué où c'était écrit noir sur blanc qu'ils ne s'intéresseront plus à un club anglais. Ils disaient, on ne s'intéresse pas. Ouais, mais comme Vincent, je suis pas du tout surpris, surtout Manchester United, qui est le club de cœur de Jim. Donc il a de l'argent, quitte à se faire plaisir, il prend son club de cœur, il n'y a pas de problème. Moi, là où je suis plus inquiet par rapport à Vincent, c'est que oui, Nice, capacité de rivaliser, Monaco, Marseille, Lyon dans l'avenir et tout, depuis qu'ils sont arrivés, on le dit en fait. Et donc depuis qu'ils sont arrivés, en fait, c'est depuis que Franck Hayes a pris Lens. Et depuis que Franck Hayes a pris Lens et qu'ils ont fait leur projet, ils sont montés en Ligue 1 et aujourd'hui, ils sont en tête-à-tête avec le PSG. Et nous, on est où ? Et nous, on est toujours en train de changer de coach, on est toujours en train de changer de projet, on est toujours en train de dire on va investir le prochain mercato, celui-là, vous comprenez, c'est compliqué, et on avance à quelle heure ? Mais il y a quand même des investissements, ça, où je suis pas... Franchement, Nice, aujourd'hui, quand tu mets 20 millions d'euros, je trouve que si tu mets 20 millions d'euros l'été dernier sur Sofiane Diop, t'es aussi en droit d'attendre un peu plus de Sofiane Diop. C'est le seul réel investissement que tu as fait. Mais là, tu risques de faire Mofia à 20 millions. Il y a un moment donné, t'es pas obligé de surpayer. T'as aussi vendu les Mina à 11. Ouais, et quand Nice fait aussi un Jean-Claire Todibo, ça part pas dans des sommes complètement extravagantes. Demain, JC Todibo part, ça sera certainement x5. Donc c'est pas forcément les moyens de devoir absolument acheter le rêve de 40 millions un milieu, 50 millions un attaquant. T'as le droit aussi d'attendre un peu plus de certains garçons. La Borde, pareil, la Borde, ça a coûté quand même combien ? Franchement, à Reims, il y a une première occasion où il n'arrive pas, il se retrouve face à la cage. C'est quand même une énorme occasion. Et sur le centre de Pépé, il est face à la cage. Donc là aussi, la Borde, tu le prends, il doit être à minimum 10-15. Et la grosse erreur, et je m'en remettrai jamais, mais vendre Gouiri... mais c'est donc ça, c'est que Ineos, Ambition et ça, ils vendent quand même le meilleur joueur que tu avais pour 30 millions en se disant de toute façon c'est cuit. Et aujourd'hui, tu te retrouves à chercher un attaquant aux qualités de Gouiri. Tu cherches Gouiri, mais tu l'as vendu il y a quelques mois. On l'a assez dit, c'est de l'incompétence pure. Donc ça, au bout d'un moment... Philippe, qu'est-ce que tu comprends, toi, dans cette volonté d'Ineos de vouloir racheter Manchester United par rapport à l'OGC Nice pour le moment ? Rien. C'est pour ça que je te pose la question. Moi, j'attends impatiemment le mois de février, quand on va être convoqué pour une conférence de presse. On va tout nous expliquer. Par notre ami Damien Reich, qui nous convoquera. On répond toujours aux convocations de Damien Reich. Et donc, ils vont présenter Jean-Claude Blanc, on va nous expliquer exactement ce qu'il va faire. Et on nous dit qu'on nous présentera le projet, parce que des fois... On peut parler avec des dirigeants du club qui nous disent vous êtes inquiets, il ne faut pas, nous on sait comment ça se passe dedans, bon c'est bien, mais moi j'aimerais que ça soit lisible et que ça soit le plus clair possible pour tout le monde, pour le club, pour les joueurs, pour les supporters. Aujourd'hui c'est pas encore ça, donc j'attends impatiemment cette conf de presse. Après, ce qui est plutôt rassurant, c'est que
inversement à l'été dernier où tu avais des gens qui ne connaissaient absolument rien au foot à la tête du club. Là, tu as quand même 2 personnes qui connaissent ce milieu-là. Fabrice Boquet et Florent Ghisolfi. Voilà. Bon, on verra ce qu'ils vont faire de ce club-là, mais quand tu songes à faire un Terem Moffi, c'est cohérent. 2e meilleur buteur de Ligue 1, ça ressemble à quelque chose. C'est ambitieux. Et c'est ambitieux. Contrairement à, je me répète, ce qui a été fait quand même l'été dernier. Quand tu prends, on va pas refaire le listing. Mais l'été dernier, c'est complètement ubuesque ce qui a été fait. Donc, dans l'histoire du gym, c'est un des étés les plus pourris. L'été meurtrier, tu veux dire. L'été meurtrier. Non, mais même Terem Moffi, on va vraiment dire que c'est ambitieux de prendre Terem Moffi. 2e buteur du championnat, Will, quand même. C'est quand même costaud. Oui. Il a 23 ans, il est jeune, non? Ouais. Oui, il est jeune, il marque en Ligue 1, mais je sais pas. Ce genre de joueur, tu pouvais pas les toucher avant. C'est super intéressant comme débat, on en parlait en off avec lui. C'est peut-être moi qui ai mal compris, en fait. Mais non, mais tu pouvais pas les toucher, avant l'émission, on en parlait justement en off. Et justement, on avait ce débat sur Moffi. Mais à part Moffi, tu peux prendre. Tu vas t'attaquer à qui, en fait? Tu vas taper à la porte de Monaco, tu dis oui, Ben Yedder, ouais, en prêt. Il est jeune, Moffi. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que quand tu le prends, tu vois même sur l'avenir. Il a que 23 ans. Oui. Déjà international. Il a 23 ans, il est international nigérien. Et à la moitié de la saison, il a déjà 12 buts. C'est-à-dire que s'il suit son cap, à la fin de la saison, il a 24. En 87 matchs de Ligue 1, il en a mis 34. Oui, parce qu'il a eu une saison dernière un peu plus compliquée. Voilà, un but tous les 3 matchs, ça fait, c'est une bonne moyenne. C'est dur de trouver, à Lyon, Moussa Dembélé. Non, mais il a progressé. Je dis pas que c'est un mauvais joueur. En plus, il a eu des blessures. Je dis pas que c'est un mauvais joueur. Mais je ne vais pas dire à Nice est ambitieux en voulant Terem Moffi. Voilà, c'est juste ça. Il a un prénom à jouer dans les westerns. Terence. C'est pas Terence, c'est Terem. Ah, Terem. Allez, c'est bon. Et c'est pas Moffi, c'est Moffi. Putain. Bon, en tous les cas, voilà ce qu'on peut dire sur le dossier rachat Ineos Manchester United. On vous donnera évidemment les dernières informations au fur et à mesure. On a une deadline, non pas encore, sur ce rachat. Ça risque d'être long quand même, parce qu'on parle pas de racheter. Non, là c'était juste l'ouverture. T'achètes pas 3 pièces à Nice-Ouest. Ouais, c'est ça. Non, à long terme. Là, je pense que c'est juste les candidats qui se manifestent. Il y en aura d'autres, des candidats. Après, on parlait de David Beckham, peut-être, qui montait un projet, des choses comme ça, non? Je ne parle plus trop avec David en ce moment. Là, pas trop les infos, là. Il est venu pourtant avec. Enfin, son fils est venu jouer contre la réserve de AS Monaco il n'y a pas longtemps. Roméo Beckham, tu connais pas? Non. À Brentford, il joue. Roméo Beckham, chez les jeunes de Brentford. Bref. Brentford, on a eu d'autres de joueurs qui venaient de Brentford. Bref. C'est pas le sujet, qui sont repartis. C'est pas le sujet. On va passer un petit peu à toi, JC, et parler un petit peu plus de toi et de ton aventure du côté de l'OGC Nice. C'est vrai que tu as prolongé ton contrat jusqu'en 2027, c'était au mois de novembre dernier. Un club auquel tu es très attaché aujourd'hui. Moi, je suis très content. J'étais très content de prolonger avec le club. D'ailleurs, ça s'est fait très naturellement, très facilement aussi. Il n'y a pas eu de problème par rapport à ça. Tout le monde était très content de cette nouvelle. Et j'espère défendre nos couleurs le plus longtemps possible. Et là, on te voit lors de ton arrivée à l'OGC Nice. C'était avec le coach Urcea. À l'époque, c'était lors de ta présentation. C'est vrai, Will, on le dit quasiment chaque semaine dans Gym Tonic. S'il n'y a pas Todibo dans cette équipe, s'il n'y a pas Jean-Claire, ça serait plus compliqué. Ah ouais, ce serait plus compliqué pour Dante aussi, parce qu'on dit que Dante est bon à 39 ans, à 40 ans, c'est magnifique, mais s'il n'y a pas JC à côté de lui, c'est pas la même. Ils sont complémentaires, et oui, on va le redire, JC il est impressionnant dans les duels cette saison, il a stabilisé cette défense, je pense que malgré ces débuts de saison très compliqués, l'OGC Nice tant bien que mal a tenu la route et vivoté, s'est qualifié en Coupe d'Europe parce qu'il y avait des garçons comme JC qui étaient indétrônables. Donc oui, on peut lui dire merci. Et puis je pense qu'on peut dire aussi que l'OGC Nice avait su aussi flairer le bon coup en allant le chercher alors qu'il est dans une situation plutôt compliquée, mais à l'époque Julien Fournier, et voilà, ils avaient fait le bon pari, ils avaient senti que derrière le bon joueur il y avait un mec fiable, et c'est ce qu'il a montré, et je trouve qu'en plus il prend en maturité depuis quelques temps à l'OGC Nice, donc tout le monde est gagnant, que ce soit l'OGC Nice ou lui. Ouais, c'est ça, tu en as parlé d'ailleurs de cette maturité depuis que tu es ici, tu es papa aussi maintenant, donc non, tu es pas papa, pas du tout. Non, tu as cette maturité en tous les cas, pas encore papa en tous les cas, mais tu as cette maturité aujourd'hui que tu avais peut-être moins quand tu es parti très jeune à Barcelone en provenance de Toulouse. Après, c'est normal. C'est normal.
Un jeune de 18 ans et un jeune de aujourd'hui 23 ans, c'est sûr qu'il en a vu passer, il a compris certaines choses et forcément il a pris en maturité. Oui, bien sûr, l'OGC Nice, comme je l'ai toujours dit, l'OGC Nice m'a permis de me stabiliser et de gagner en maturité parce que déjà, dans ma vie personnelle, ça allait mieux. Et puis, même les gens qui sont autour de moi, les joueurs qui sont autour de moi, je prends un exemple Dante, je prends un exemple Mario, je prends un exemple Morgan Schneiderlin, je prends même un exemple Andy, qui ont de la bouteille et avec qui j'ai beaucoup échangé, qui forcément sont de bons conseils. Et même juste les regarder, ça suffit à prendre exemple et comprendre certaines choses de la vie et même dans le football. Du coup, forcément, on gagne en maturité, tout simplement. On avait vu dès son premier match, je me rappelle ce derby à Monaco, je crois que c'est une blessure de Reine Adélaïde malheureusement. Il n'avait pas beaucoup d'entraînement dans les jambes et dès ce premier match, on avait vu que c'était un joueur avec un talent à part. Un patron. Ouais, patron, avec énormément de personnalité, fort dans le duel, très rapide. Et aujourd'hui, on peut clairement dire qu'il fait partie des tout meilleurs défenseurs centraux français. Il manque une dernière petite étape pour rejoindre, je pense, le très haut niveau, l'équipe de France. Parce que en place, il y a 4 monstres, Varane, Konaté, Upamecano et William Saliba qui connaît bien. Mais je sais, pour moi, il est vraiment pas loin. Et quand on se rappelle qu'on avait quand même, il n'y a pas très longtemps, la charnière Dante-Todibo, c'est certainement ce qui se fait de mieux en France. Et aussi Saliba-Todibo. Je pense que dans quelques années, on risque de les voir, ces deux-là, certainement sous le maillot bleu. En tout cas, c'est ce qu'il doit viser. C'est parce qu'il a dans les jambes, il a même dans son cœur. Et c'est un garçon qui ça a matché en plus avec le public niçois. Voilà, aujourd'hui, c'est clairement le joueur préféré des supporters, qui adore cette capacité à gagner ses duels, à aller de l'avant, ces petites fantaisies, ces petites gourmandises qui peuvent parfois un petit peu agacer tes entraîneurs. Je sais très bien à quoi on fait allusion. Quand tu tentes un grand pont ou un petit pont dans la surface, c'est ça? Mais c'est ça, il va nous le dire. Est-ce qu'on doit complètement se dénaturer? Est-ce que si tu dois refaire ce petit pont à la 83e à Reims contre Lille, dimanche prochain, tu le refais? Non. À cause de la soufflante que tu as pris derrière de Didier ou... À vrai dire, j'ai même pas pris de soufflante en fait. Parce que, il t'a dit quoi? Il m'a juste demandé si à un moment donné, j'étais passé en edge. Si t'avais perdu le réseau, c'est ça? Mais non, j'ai pas pris de soufflante à vrai dire. Mais... en fait, c'est juste qu'à ce moment-là, c'est sorti comme ça dans ma tête. Du coup, mon pied, là, il a réagi comme c'est sorti, quoi. Mais heureusement que derrière, il n'y a pas de conséquences. Parce qu'honnêtement, après ce match-là, là, si on perd 1-0 sur ça... Tu dors pas de la nuit? Ouais. J'aurais pas dormi. Ouais. C'est ces petits trucs-là encore qu'il faut que peut-être que tu améliores. À vrai dire, c'est rare. J'en fais plus encore. Oui, si on m'avait dit ça à mon arrivée, tu en fais plus. Si on m'avait dit ça à mon arrivée, j'aurais dit ouais, pourquoi pas, parce que à mon arrivée encore, j'étais encore dans cette folie de dribbler dans la surface. Même si à vrai dire, je crois que j'ai jamais perdu un ballon dans la surface. Quand j'ai pris mon risque, à chaque fois que j'ai pris un risque, je pense que c'est rare que je perde la balle. Mais en fait, c'est le fait de ne pas le faire, ça rassure en vrai mes coéquipiers. C'est plus rassurant d'avoir un défenseur qui va péter le ballon si c'est chaud qu'un défenseur qui t'envoie une roulette, un truc qui tente un petit peu. Ouais, parce que tu gardes le sang-froid nécessaire pour réussir ces gestes aussi. C'est ça qui est important. Tu vois, justement, sur cette capacité à défendre, pardon, vas-y Philippe. Non, moi ce que j'aime bien aussi, c'est que c'est un défenseur qui peut, enfin pas qui fait mal ou qui peut faire mal, mais qui est physique. Qui est dur sur l'homme, tu vois. Voilà, moi j'aime les centraux qui sont physiques, qui sont durs sur l'homme, qui peuvent être agressifs. Dans le bon sens du terme. Voilà, dans le bon sens ou même parfois dans le mauvais. Hein. Mettre un petit taquet de temps en temps. C'est rare, mais ça peut arriver. C'est rare, mais moi j'aime bien les défenseurs centraux. Voilà, j'aime pas les défenseurs centraux trop polis, quoi. Ouais, comme Marquinhos, quoi, par exemple. Voilà, passez, allez-y, je vous agressif, mais qui défend en plus debout.
Ouais, il n'envoie pas des tacles à gogo pour rien. Ça aussi, c'est une vraie fiabilité parce que. Prends-moi une jaune d'ailleurs cette année, non? Si je me trompe pas cette saison. Bah, il a pris 3 rouges quand même. C'est rare que je prenne des jaunes. Ouais. Mais cette année, je suis abonné au rouge. Bon, il n'y a que les rouges. Mais non, mais c'est vrai, il défend énormément debout. Et il a confiance en son physique. Il rattrape beaucoup de choses à la course et à l'épaule. Quand il te met un coup d'épaule aussi, tu as intérêt à t'accrocher. Donc voilà, il a des qualités vraiment de défenseur moderne. Et si l'équipe de France, peut-être, qu'est-ce qui te manque peut-être? Si nous, on parlerait peut-être encore un peu gelon, un peu plus décisif à la tête. À vrai dire, je pourrais pas dire ce qui me manque. J'essaye de performer un maximum à chaque fois que j'en ai l'occasion, c'est-à-dire à chaque match, j'essaye de performer déjà pour mon club, pour moi, mon bien-être. Parce qu'à vrai dire, quand je joue mal, je suis pas bien, c'est ce qui est normal. Mais j'essaye de performer un maximum. Et puis après, c'est vrai que l'équipe de France, c'est un objectif aujourd'hui. Mais voilà, je me prends pas la tête plus que ça par rapport à ça. Moi, mon objectif, c'est de performer le plus possible. Je suis vraiment que sur de la performance. J'essaie de faire gagner un maximum de points à mon équipe. Et une fois que mon job il est fait, après, le reste, c'est pas moi qui maîtrise. Ça ne t'appartient pas. Quand tu as vu les absences en défense centrale en équipe de France juste avant la Coupe du Monde, est-ce qu'à un moment, tu dis « allez, peut-être Didier Deschamps va faire appel à moi ». Est-ce que tu y as cru un tout petit peu? Non, en plus, j'ai répondu à cette question, je crois, sur une interview que j'avais fait à l'équipe. Ouais. Et non, je suis quelqu'un quand même de très réaliste. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, on joue pas l'Europe au très haut niveau. Ouais, tu payes un peu le parcours moyen de l'OGC Nice aussi. On n'est pas forcément bien au niveau du classement. Je faisais pas non plus la saison de rêve. Ouais, il y a ces rouges peut-être qui t'ont porté préjudice il y avait aussi. 3 rouges qui me pénalisent moi, qui pénalisent aussi l'équipe sur certains matchs. Je prends le match contre Angers. Je pense que si on ne prend pas rouge, en plus à l'époque, c'était pas forcément dans une très bonne dynamique. On était à la maison, on aurait très bien pu prendre 3 points, sachant qu'en plus avec le rouge, il gagne quoi? Seulement 1-0 et on a les occasions pour faire le nul, etc. Du coup, je fais aussi perdre des points à mon équipe à ce moment-là. Du coup, non, je pense pas qu'en étant avec un point de vue réaliste, je pense pas qu'à ce moment-là, c'était légitime que le sélectionneur il m'appelle. Et encore une fois, je maîtrise pas. Tu t'es dit par contre les rouges terminés cette saison. Ça, c'est... même ça, c'est pas de mon ressort, à vrai dire. Je pense que parce que c'était scandaleux en plus. Le rouge Angers, scandale. Le rouge Conference League, il est compliqué. Après, encore une fois, le premier rouge que je prends, il me semble à Clermont. Il a en droit de me mettre ce rouge. Ouais, un mouvement d'humeur, après tu prends le deuxième jaune. Bon, c'est juste que... un peu plus de psychologie aussi, ça ferait pas de mal du côté des arbitres. Après, celui-là, en vrai, j'ai rien à lui dire parce qu'à vrai dire, j'ai pas à avoir ces gestes d'humeur-là. C'est la règle. C'est ça. C'est la règle. Je me souviens d'un match ou deux contre le PSG avec Mbappé, avec les stars de Paris, où tu avais été au top. Est-ce que le fait de jouer comme des joueurs comme ça, tu hausses ton niveau? Est-ce que tu es plus motivé? Est-ce que... Moi, j'ai toujours aimé, depuis petit, j'ai toujours aimé jouer les grosses équipes. J'aime bien les gros matchs, j'aime bien l'atmosphère, j'aime bien tout ce qui est comme ça. Et je pense que là où je dois progresser, c'est sur ces matchs dits un peu plus petits, on va dire, où on est vu comme les favoris et non les outsiders. C'est sur ça où il faut gagner plus en concentration, c'est là où en vrai... C'est là ce qui te manque un tout petit peu. Et c'est surtout que la capacité, il va tellement vite de rattraper tous les coups. Justement, on va avoir des stats à propos de ça. S'il est plus par moment dans l'anticipation, franchement, il faut se lever tôt pour le déborder. Donc, comme il dit, sur les petites équipes, par moment, il doit se dire, en fait, j'ai peut-être toujours une demi-seconde pour aller à la course et le rattraper. C'est ça, il faut gagner en concentration et puis même en régularité, en sérieux. On parlait tout à l'heure d'Hicham Boudaoui qui pourrait faire du demi-fond. Toi, Jean-Claire, tu pourrais être sprinter parce que c'est vrai que tu es l'un des joueurs les plus rapides de cette Ligue 1 malgré tout. Et en tous les cas de l'OGC Nice, ça c'est sûr. Tu les bats tous à l'entraînement au sprint. Ça va, je suis pas mal. On va regarder 2-3 stats justement par rapport à ça. 33 km/h chronométré contre Lorient, contre Clermont, contre Auxerre. Tu es le défenseur central le plus rapide de Ligue 1. Ça doit faire plaisir. Ah bon? C'est pas Dante?
Dante, c'est peut-être l'inverse. C'est le défenseur le plus lent, mais il compense. Il court, hein. Sur 100 mètres, non, sur 10 mètres. Sur Il n'a 20. pas la charrette contre il court. Non, mais c'est vrai que c'est une de tes qualités, la rapidité. Pour un défenseur central costaud comme tu l'es, c'est pas non plus. On voit pas de ça tous les jours, quoi. Non, ça va, c'est une bonne qualité, on va dire. Mais je l'utilise plutôt bien. Ouais, tu l'utilises plutôt bien. Et puisqu'on parlait de Dante, tiens, évidemment, dans l'interview que tu as donnée aussi chez nos confrères de l'équipe et à l'excellent Régis Tasselin, tu parlais de Dante, de ce qu'il t'apporte. Est-ce que tu peux nous dire, nous, ici, sur le plateau de Gymtonic, comment tu vis au cœur de cette défense centrale et aux entraînements avec Dante? Bah, super bien, à vrai dire. Avec Dante, ça se passe super bien. Dante, on discute beaucoup de plein de choses, mais sur le terrain, on en apprend beaucoup avec un joueur comme ça, avec autant d'expérience. Juste en le regardant, à vrai dire, hein, de par ses choix, comment il gère telle ou telle situation, des situations en défense, ou genre comment il va gérer un 1 contre 2 ou un 1 contre 3. C'est tout plein de choses sur son placement et tout, que je cherche à récupérer pas mal de ses qualités, parce que c'est vraiment très fort, et surtout à la sortie de balle. Je pense que j'ai vu très très peu de défenseurs axiaux avoir sa relance. Et ben justement, on a une Il petite est toujours calme en plus. Oui, il est très calme. Ouais. Mais après, pour moi, c'est sa qualité première, sa relance. Sa relance, elle est énorme. Il a un pied gauche, il est magique. Son ouverture pied gauche, le gelon. Son gelon, Ils il sont est crochés, incroyable. je sais pas comment c'est possible que les attaquants de Ligue 1 ils n'ont toujours pas compris. Bah, ne leur dis pas, toi, arrête. Ils regardent les matchs, ils font pas de vidéo. Là. Le tourniquet. Non, il le fait plus. Avec la semelle. Il le fait plus. Puis là, avec la réforme de la retraite, il va partir encore un peu plus tard. Ouais, mais ça arrange le GC Nice, c'est très bien. Justement, on a une petite surprise pour toi, JC. Pour moi, C'est une question de ton coéquipier, Dante. Salut JC, j'espère que tu vas bien. Écoute, ma question c'est quoi ton plus gros rêve que tu pourrais réaliser ici avec nous à Nice? La réponse de JC, ton plus gros rêve avec le GC Nice. Un rêve réaliste ou surréaliste? Ce que tu veux, les deux. Un rêve, c'est un c'est rêve. toujours. Ouais. Mais Il y a une part de surréaliste, quoi. Voilà. Non, un rêve réaliste, ce serait d'aller le plus loin possible en Europe. En Ligue tout cas, Europa sur Conférence. sur un court terme, là, par rapport à cette saison-là, ce serait gagner l'Europa Conference League. Ouais. Ce serait mon plus gros souhait. Et essayer de rattraper un maximum de points et finir dans les 5 premiers cette saison. En tout cas, c'est ce que je souhaite. Et en tout cas, on bosse pour ça, on va dire. Tu gagnes la Coupe d'Europe, là, les supporters, Ils te font la statue. Une statue belle pour statue. JC. On peut imaginer en plus qu'avec les départs de Mario et d'Andy, ils puissent porter le brassard de capitaine par moment. Ouais, vice-capitaine peut-être de cette équipe. Je pense, ouais. Non, le capitaine, c'est Dante. Dante. Ça, c'est sûr. Dante, ça bougera Vice-capitaine. jamais. Et Évidemment. aujourd'hui, voilà, il incarne le Nice du futur et c'est un joueur qui plaît, qui, je trouve, ressemble moi, au public niçois. Il a une deuxième petite question pour toi, Dante. Celle-là peut-être un peu moins sérieuse. Ma deuxième question, ça te fait quoi jouer avec un gars de côté à 18 ans plus vieux que toi? Hein? Là, c'était un peu loin encore quand même, hein? Mais je te souhaite que tu aies une carrière plus longue que la mienne. Allez, bisous. Il est super, Dante. C'est vrai que presque, tu pourrais être son fils. Presque. Ah, je dis déjà, s'il avait coquiné un peu à 18 ans. un peu plus tôt, j'aurais pu l'être. Non, c'est énorme. L'écart d'âge, il est énorme. Mais à vrai dire, pour moi, il est bénéfique. Parce que ça me permet d'avoir beaucoup de recul. Et ça m'a permis même de prendre en maturité par rapport à ça. Parce que la vision qu'il a du football, forcément, c'est pas la même vision quand on a 23 ans. Il en a vu des choses dans le football. Il a vécu des expériences extraordinaires, comme la Coupe du Monde avec le Brésil, la C1 avec le Bayern. Il a connu des très très beaux moments dans sa carrière. Du coup, ça peut que être bénéfique pour moi qui souhaite un jour dans ma carrière arriver à ces choses-là. Tu vas monter dans les bureaux voir Florent Ghisolfi pour lui dire de prolonger Dante un an de plus. Tu fais partie du fan club, toi aussi, de Dante. Ah ben c'est parce que c'est énorme ce qu'il propose à 39 ans. Ah oui.
il faut qu'il joue à 40 ans. Il a fait encore un pressing à Reims là, sur la 88e. C'est énorme ce qu'il me propose à 39 ans. Marquer plus de buts, peut-être. Non, c'est ça que tu voulais lui demander. Je voulais Philippe savoir déjà combien de buts il a marqué à Nice. 2. Est-ce que tu sais qui est le meilleur, pour moi et pour peut-être beaucoup d'entre nous, le meilleur défenseur central de l'histoire de l'OGC Nice? De toute façon, là, t'as la légende en face, il sait de quoi il parle. Non Sivelli. Un très bon défenseur argentin, mais c'est beaucoup plus vieux. Non, Sivelli. En fait, C'était Philippe a 75 ans, donc il se plonge souvent dans ses Beaucoup mémoires. plus loin, et là, ça va être compliqué. Très nostalgique. Ouais, Il jouait, il jouait devant Dominique Baratelli, qui est son idole de Je vais juste parler d'un joueur qui s'appelait, parce qu'il est hélas décédé, qui était un défenseur central qui a joué dans les années 70, qui pour moi est le meilleur défenseur central qu'on ait eu, qui était costaud comme toi, peut-être plus épais. Il a joué 3 saisons à Nice, il a mis 35 buts. D'accord, en fait. Bon, tu dis son nom maintenant. Il s'appelait Josip Katalinski. Voilà. Donc c'est un défenseur central yougoslave, très dur et très méchant sur l'homme, et qui frappait tous les coups francs, qui montait sur les corners, qui avait un coup de tête de fou, et qui hésitait jamais à frapper de 20, 25, 30, même on l'a vu frapper de 35 mètres au ré. Est-ce que toi, ça peut être un point... on ne vous voit pas frapper de loin, les centraux, ouais, parce que vous êtes très positionné à... En fait, le truc, c'est que si je monte et que je me mets à frapper à 35 mètres pour envoyer une frappe écrasée, au final, on va tous se regarder comme ça, on va courir comme des cons. Parce que Au lieu de faire ça, je préfère donner la balle à Nicolas Pépé qui va ouvrir et on peut faire... Tu vois? T'as pas une grosse frappe? Si, j'ai une grosse frappe, mais bon, Tu à l'attends 35 mètres... Non, allez, 20 mètres. Allez, 20 mètres. Il pouvait frapper de 20, 25, 30 mètres, tu vois. Mais le ré attendait qu'il frappe même. Si je rentre aux 20, 25 mètres et que j'ai l'espace pour frapper, pourquoi pas frapper? Je m'en gênerai pas. Mais Est-ce honnêtement... que tu frappes beaucoup à l'entraînement? Ouais, je fais des séances de finition avec nos attaquants. C'est vrai? Ah bah oui. Ah bah, il faut qu'on te voie devant, là, contre Lille, là, il faut que tu... Non, moi je préfère défendre, à vrai dire. Je préfère défendre. Tu t'éclates à défendre. Ouais, moi je m'amuse, moi. Ouais. Il faut que les enfants, les jeunes entendent ça, hein, parce que c'est vrai qu'ils veulent tous jouer attaquant ou numéro 10, les gamins maintenant. Il faut prendre du plaisir. Moi, c'est mon plaisir à moi, personnel, de défendre. Ouais, on peut prendre du plaisir à défendre. Quel est le style d'attaquant qui te gêne le plus et qui est l'attaquant que tu redoutes le plus en France? Qui c'est que tu Ne n'aimes dis pas Mbappé parce que tu l'as mis dans la poche plusieurs fois, Kylian. Est-ce que tu n'aimes pas les petits? Est-ce que tu n'aimes pas les... Non, on va dire, j'ai pas de style qui me dérange plus que ça. J'aime bien les deux, à vrai dire. Après, avec les attaquants de petits gabarits, ça va plus être un duel intellectuel. C'est-à-dire que lui, il va fuir le duel. Parce que forcément, s'il vient sur moi au duel, malheureusement, il perdra le ballon ou en tout cas, il aura moins de chances de la garder. Alors que du coup, le duel, il sera plus intellectuel par rapport à mon placement où je vais essayer de sortir sur le temps de passe pour lui donner moins de temps de pouvoir construire ou de se retourner. Et alors qu'un attaquant beaucoup plus grand, ça sera directement un duel physique. Un peu comme Amine à Rennes. Il va chercher à me caler, il va chercher à garder le ballon et permettre à son équipe de monter et d'avoir le ballon beaucoup plus haut. Tu préfères donc finir un match avec 100% de duels gagnés plutôt que de marquer un but? Ouais. Bah oui. Et donc tu l'as fait 2 fois d'affilée, en plus, cette saison championnat. Est-ce que tu le sens dans le match que tu n'as pas perdu un duel et qu'au fur et à mesure du temps qui passe, ça devient presque un défi pour toi de ne pas en perdre un? Non, en fait, je le sens, mais je le sais. En fait, je sais quand je perds un duel parce que ça me frustre. De suite, ça va me frustrer d'avoir perdu mon duel. C'est comme... je sais pas... Comme un attaquant qui va rater une occasion. Qui rate devant la cage, exactement. Ouais, c'est exactement ça. Ça va me frustrer d'avoir perdu ce duel-là, même si, il n'y aura pas forcément de conséquences derrière. Mais juste le fait de perdre le duel, ça va me frustrer. Du coup, quand j'ai perdu un duel, je le sais. Dans ta vie de tous les jours, JC, Nice, évidemment, une magnifique ville que tu as appris à découvrir. Barcelone, c'était joli aussi, mais c'est plus beau ici du côté de la Côte d'Azur. C'est quoi après l'entraînement, qu'est-ce que tu fais? Quelles sont tes passions, tes hobbies aujourd'hui? Aujourd'hui, je rentre chez moi, j'ai ma femme. Tu dors. Je reste tranquille avec ma femme, je joue.
Ou bien à des moments, je vais Tu sortir. joues aux consoles un petit peu, ouais. C'est ça. Ouais. Je vais sur mon PC. Puis voilà, c'est ça ma vie. Hein. Ouais. Je reste quand même quelqu'un de très focus. Et quand je sors, c'est pour faire des choses utiles. C'est-à-dire, faut aller faire des courses, faut aller faire des trucs comme ça. Et les Niçois, dans la rue, ils t'arrêtent un peu à ce moment-là? Ouais, ça m'arrive. Ils te parlent, Ça m'arrive plusieurs fois. Toujours sympa. Ton rapport avec justement les supporters de l'OGC Nice aujourd'hui? Bon, on a de très bons rapports. On en a toujours eu d'ailleurs. Et puis, heureusement qu'on en a toujours eu, quoi. On n'est pas ennemis. Ouais. Je supporte le club, je suis joueur du club. C'est pas au puits où tu t'es embrouillé à la fin du match? Ouais, c'est ça. Ouais, mais autant le supporter qui a eu des propos complètement disproportionnés. C'était des mecs de Paris, non, sûrement? Franchement, je sais pas. Ça, c'est normal aussi dans le caractère. C'est un épisode, pour l'anecdote, qui nous a rappelé, enfin moi qui étais sur place, qui m'a rappelé un certain Didier Digard, qui à l'époque avait fait la même chose quand il y avait des supporters qui étaient venus un peu insulter. Didier il était sorti, c'était mis au milieu, il a dit le premier qui m'insulte maintenant, qu'il vienne face à moi. Non, mais c'est vrai que les supporters de l'OGC Nice, ils sont derrière vous, quoi qu'il arrive. Non, il y a des supporters, c'est énorme. Ils me donnent énormément d'amour. Et ça, c'est top. Après, ce jour-là, j'étais un peu déçu. Normal. Déjà, il y avait la défaite, et puis après, il y avait eu 2-3 incidents, il y a eu des insultes. Il y a eu Kasper Schmeichel, il y a eu des crachats. Il y a Kasper qui a donné ses gants, parce que malheureusement, il comprend pas forcément le français. Du coup, il n'avait pas compris la situation. Il pensait qu'il était là pour applaudir. Il a donné ses gants. Ils lui ont jeté ça au visage. Ils lui ont rejeté, ouais. Ils l'ont rejeté au visage. Du coup, en fait, ça m'a un peu frustré, quoi. C'est irrespectueux, ouais. Parce qu'en fait, moi, je peux comprendre en fait le supporter. Je peux comprendre le fait que on se déplace, on vient au puits, il fait froid, on voit un match catastrophique, etc. Mais en fait, il faut qu'il y ait toujours cette notion de respect pour moi, parce que bien sûr. C'est ce qui fait qu'on pourra échanger dans le temps, en fait. C'est-à-dire que c'est ce qui fait que quand tu m'évoqueras une frustration, je serai en mesure de t'écouter parler, bien sûr. Au final. Parce que si, en fait, t'es frustré, tu m'insultes, tu me craches à la gueule, écoute, tu vas plus me voir, en fait, au final. Oui, c'est normal. Je vais jouer. On est des hommes. Et quand je vais jouer, mon match, il est fini. Au lieu de venir devant la BSN, j'irai directement au vestiaire, par exemple. Oui, il y a un respect à avoir. Les joueurs entiers. On passe au cadeau de la semaine. Messieurs, regardez, il est magnifique ce maillot de Jean-Claire Todibo, signé. On a eu une maillot de Dante la semaine dernière. Cette fois, c'est le maillot de JC Todibo, signé par le défenseur central de l'OGC Nice. Et pour cela, il faut pronostiquer le score entre Nice et Lille, le score exact, et pour vous départager le nom des buteurs avec le hashtag Gymtonic sur les réseaux sociaux de l'OGC Nice. Le maillot de JC Todibo a gagné. Merci à l'OGC Nice aussi. Merci à JC d'avoir signé ce maillot. On termine par le souviens-toi, mon cher Philippe. Tu vas encore le temps ou pas? Tu vas nous parler rapidement des jeunes entraîneurs de l'OGC Nice, parce que c'est vrai que Didier Digard, c'est pas le premier. Oui, parce qu'en fait, c'est Vincent Menichini, ici présent, qui m'a donné la puce à l'oreille, parce qu'il voulait écrire que Didier Digard était le plus jeune entraîneur de l'OGC Nice. Je me demandais, j'ai fait appel à la science, à l'ancien du service, ouais, à la légende. Il voulait écrire, et donc je l'ai arrêté net, parce que Didier Digard est quand même le 4e entraîneur au niveau de l'âge. Sur des recherches, un papier que j'ai fait qui paraîtra lundi. Alain Kevin. Qui paraîtra lundi, donc je vous conseille de foncer dans les kiosques. Donc en fait, dis-nous tout. Digard, 36 ans. Donc il est 4e parce que le plus jeune, c'est Jean-Marc Guilloux, dans les années 70, 30 ans. Quand il prend l'équipe de l'OGC Nice, et il devient entraîneur-joueur. Ça prouve vraiment que ton époque, c'est vraiment un truc incroyable. Non, mais qu'il était devenu entraîneur-joueur. Entraîneur-joueur dans première division. Tu crois qu'il s'alignait d'entrée c'est la c'est comme si demain, Laurent Blanc, il se met à libéraux, quoi. Jean-Claire, tu regarderas après Jean-Marc Guilloux sur Google. Tu vas sur Google. tu regarderas Jean-Marc Guilloux. C'est une légende. Il s'était mis capitaine aussi ou pas? De France. Entraîneur, joueur, capitaine. Numéro 10, libéraux, tu sais. Une autre époque.
Bon, donc c'est Sinon. Jean-Marc. Ouais. 66 jours. Numéro 2. 66 jours, voilà. Numéro Entraîneur. 2. Ah, il a fait un long mandat en plus. Il est resté quand même joueur après Je pense derrière que ou ce pas sera ma dernière émission. Numéro 2, Jean Fernandez, 35 ans. Et il a pas resté longtemps lui non plus. Viré au bout de 6 mois. Il n'a pas laissé un 35 bon ans. souvenir, le pauvre. Mais il a pas laissé un bon souvenir, mais c'était un mec exceptionnel, un homme délicieux, que j'aime fort. Le troisième, Jean Luciano. D'où le boulevard Jean Luciano Mais alors, pour le centre d'entraînement de sachez l'OGC que, Nice. sachez que Je Jean savais Luciano, c'est autre chose qu'une rue. Hein. C'était un Ah oui, monument. Premier j'imagine. Français à avoir signé au Real Madrid. Avant Raymond Coppa. Bah, avant Raymond Coppa. Aïe, aïe, aïe. C'est pour ça qu'on l'appelle la légende. ben, Ouais, il est bon, c'est un cours Alors là, d'histoire. il quoi. joue quoi Magnifique. Il jouait On milieu voit de ses terrain. Premier Français à jouer au Real Madrid. Entraîneur de l'OGC Nice à 36 ans. Aimé des joueurs, aimé du public. Un mec exceptionnel, un grand entraîneur. Une légende à Nice. Et le quatrième, Didier Digard. Voilà. Que l'on connaît. Et le cinquième, Cinquième, Pancho González. lui aussi une légende. Un monument. Ou la légende de l'OGC Nice. La légende, un mythe, Pancho. Voilà. Donc, Bravo, Philippe. combien de temps va rester Didier Digard? Je lui souhaite de rester le plus longtemps possible. Parce que Jean Luciano ou Pancho González sont restés longtemps. Mais si le rêve de JC est exaucé, on peut imaginer un long mandat de Didier Digard, non Et Oui, si d'ailleurs, Nice gagne la Coupe quand d'Europe. est-ce qu'on va savoir l'adversaire de Nice? Février. Fin février. Bon, Qu'est-ce que tu veux ça faire sera quand? De quoi, le match Non, le tirage. 9 et 16 mars, le match, la Et double rappelez-moi confrontation. les clubs improbables contre qui on peut jouer. Il y a du Villarreal, West Ham, Lazio éventuellement, Fiorentina, parmi les gros poissons. D'accord. Pas mal. Non, mais attends, il y en a certains que tu peux pas prendre parce que t'es tête de série comme eux. Attention. On en parlera. Soyons précis. On en parlera au moment du tirage au sort, messieurs. JC, merci beaucoup Merci à vous. d'avoir été avec nous sur ce plateau. Ça a été parfait, messieurs. Merci, Merci de votre. à JC. T'as vos pas perdu questions. un seul duel, bravo. Encore à 100%. Parfait, un 100%, un perfect encore pour Jean-Claire Todibo. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci à Sophie Donce et Chloé Wargaré, Philippe Bertini à la préparation et à la réalisation de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine. Bonne semaine à tous.